Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va faire le débrief de la 22e édition du Trofeo Calvia. C'était hier, c'était en Espagne entre Palmanova et Palmanova, 150 km d'un parcours très vallonné et pas facile en début de saison avec 3154 mètres de dénivelé positif sur 150 km. Autant vous dire que c'était vraiment beaucoup, surtout pour un 25 janvier et dans des conditions très difficiles, du vent, de la pluie. Je crois qu'il y a même eu un petit peu de grêle. Alors moi, j'en ai pas vu sur les images télé, mais il semblerait que vraiment il y avait des conditions. Enfin, les conditions étaient vraiment pas faciles avec une route très humide, pas mal de descentes qui étaient en plus très techniques parce que les routes sont assez étroites sur le Trofeo Calvia, donc c'était vraiment pas évident pour les coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Faites quand même attention avec les fins de YouTube, mettez sinon toutes les notifications en plus, comme ça vous êtes vraiment sûr d'avoir une notification à chaque sortie de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller voir TikTok EPS 2.0 également sur Spotify. Je rappelle que cette vidéo a été faite dans des conditions qui sont compliquées, car je n'ai plus de connexion Internet et que pour le moment, ça ne revient pas, ça ne va pas revenir avant le 3 février, Inch'Allah. Comme on dit, sinon, après le 3 février, il se peut que ça commence à être très long et très compliqué pour sortir des vidéos très régulièrement, parce que la semaine prochaine, il y a quand même pas mal de fronts différents. Déjà ce week-end, on a l'étoile de Bessèges, mais ensuite on a le Tour d'Arabie Saoudite, l'étoile de Bessèges aussi derrière, qui se déroule en même temps, et puis il y a le Tour de la communauté de Valence. Donc ça serait quand même pas mal que je récupère de l'internat. On commence tout de suite avec ce Trofeo Calvia. Une course voilà, qui était pas facile, on le sait. L'année dernière, on se souvient, c'était McNulty qui s'était échappé. Donc c'est une course qui convient, qui est peut-être presque la plus difficile des 5, ce Trofeo Calvia, parce que beaucoup de dénivelé positif sur peu de kilomètres. Les descentes sont très techniques. Il n'y a pas beaucoup de temps de répit, même en fin de journée. Je dirais qu'il y a 10-15 km en fin de journée. Ça ressemble un petit peu à le Grand Prix de la Drôme Classique. Je ne sais plus celle qui a lieu le samedi. Je ne sais jamais si c'est la Drôme Classique ou la Classique de l'Ardèche qui a lieu le samedi. Ça ressemble un petit peu, on va dire. C'est-à-dire que c'est des courses qui sont vraiment pas faciles. À part que là, vous avez 30 km de moins et que vous êtes un mois plus tôt. Donc on renforce encore la difficulté. Ça permettait également de voir le retour de Julien Alaphilippe, qui s'en est pris un petit peu plein la gueule par Patrick Lefebvre. C'est bien, c'est que dans le cyclisme, on règle de moins en moins ses affaires en famille. À ce que je vois, depuis l'année dernière, Jérôme Pinault avec ses coureurs, Arnaud Démare avec son train, Patrick Lefebvre avec Julien Alaphilippe, ou encore, plus dernièrement, David Gaudu avec Arnaud Démare. Je ne suis pas sûr que ça participe à la bonne image du cyclisme, tout ce genre de choses. Voilà, ça serait bien, avant de tweeter, de faire une interview, de réfléchir à ce qu'on dit, parce que je ne suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Voilà. C'est con que de ce côté-là, je trouve que le cyclisme se rapproche de plus en plus du football, parce que c'est vrai que ça arrive très souvent dans le football qu'on dézingue un coureur, qu'on désigne un footballeur en interview, ou qu'on désigne un entraîneur en interview. Je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Voilà. Mais bon, c'est un peu comme les mecs chez Hanouna, quoi. Qui se dézinguent entre eux. Tant que je suis loin de ces émissions-là, voilà, ça m'arrange. Ça dénonce dans ces vidéos cyclisme. Donc du côté de Palmanova, voilà, donc ça permettait de voir Julien Alaphilippe. Il semble en forme. Après Julien Alaphilippe, il n'a pas besoin non plus de 150 jours de course pour être performant. Hein. C'est pas Thibaut Pinot, c'est pas Cadel Evans. Bon, j'ai toujours les mêmes exemples, mais on sait qu'il y a des coureurs qui ont besoin de pas mal de jours de course pour être performants. Julien Alaphilippe est souvent performant très rapidement. Il n'avait pas fait le Trofeo Calvia depuis sa première saison chez les professionnels. Et il s'en est plutôt bien sorti. Il a eu un rôle d'équipier, mais il a fait gérer plutôt bien le taf. Oui, plutôt, je dirais. Voilà, il a fait le job dans le final de la course.
Même si je trouve que du côté de la Soudal Quick-Step, on n'a peut-être pas misé sur le bon cheval ou on s'est fait un peu avoir parce que techniquement, quand vous êtes à ce point-là en supériorité numérique, finir deuxième, c'est pas top top, surtout quand Pedersen est pas mauvais au sprint. Après Pedersen, c'est aussi sa première course avec ses nouvelles couleurs. Dommage, par contre, c'est qu'au niveau de la réalisation, alors c'était quand même moins pire que le Tour de San Juan, hein. Sans faire aussi pire, enfin, faire pire que le Tour de San Juan reste compliqué, mais on n'avait pas les écarts, et c'est peut-être ça aussi qui a posé problème à un Louis Vervaqueux, parce qu'il n'y avait pas d'écart. Donc je pense que je sais pas si avec Radio Tour il y avait les écarts, mais nous on les avait pas sur les écrans de télévision, et on n'avait pas toujours le défilement de kilomètres. Et moi, vous savez que j'ai beaucoup de mal quand je vois pas le nombre de kilomètres qui restent. C'est un truc. Ça, on voit que je regarde du cyclisme depuis les années 2000 et pas avant, parce qu'avant, il n'y avait pas le défilement du nombre de kilomètres. On regardait les banderoles, hein. Et moi, j'ai eu très peu de courses en fait sans les banderoles, sans le GPS. Moi, j'ai connu quasiment que des Tours de France avec le GPS. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'en passer. Moi, j'ai connu quand ça arrivait et que ça merdait énormément, notamment sur les courses belges. Je me souviens sur la Flèche Wallonne. Les premiers à les avoir eus, ces compteurs GPSA, sont les courses belges. Et ça merdait tout le temps. Ensuite, sur le Tour de France, ça a été assez vite performant. Le compteur GPS, à part des fois vous aviez un décalage d'1 kilomètre, mais c'était pas énorme. Je me souviens par contre sur le Tour d'Italie, des erreurs de GPS. Fallait jamais se fier à l'écart GPS. Et même encore aujourd'hui, il y a toujours des soucis de GPS. Je ne sais pas comment ils font sur le Tour d'Italie en termes d'organisation pour toujours avoir des soucis de GPS en 2023. Enfin en 2022, on verra en 2023. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, pas de bilan des Bleus, parce qu'il y avait pas, alors il y avait pas mal d'équipes françaises au départ, mais j'avais pas 150 coureurs à citer. Je vous ai parlé de Julien Lafilippe, il y en a qu'un seul autre dont je vais parler maintenant. Voilà, et puis ça permet d'avoir une vidéo un peu moins longue que ce qu'on a fait sur le Down Under, où parfois on était à 30 minutes. Je commence avec les coureurs au top, bien entendu, Ricosta, le coureur d'Intermarché, Circus Venti. Ils sont forts chez Intermarché. Dès le premier jour de course, il arrive à revenir. Rui Costa, ça rappelle à tout le monde qu'il a quand même été champion du monde. Ça rappelle à tout le monde quand même qu'en 2013, c'est le baroudeur peut-être de l'année sur le Tour de France, parce qu'il faut les gagner les deux étapes sur le Tour, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échappés qui vont au bout. Autant vous dire que tout le monde était présent sur les échappés. Il y avait du Thomas Voeckler, il y avait du lourd à chaque fois sur les échappés. Les deux échappés auxquels il gagne, il bat du très très lourd. Rui Costa, c'est aussi oublié qu'il a quand même eu des résultats à la lampe près. C'est plus compliqué chez UAE, mais parce que souvent il a eu un rôle d'équipier chez UAE, et que c'est vrai que depuis 2019, on va dire sur les grands tours et 2020, je dirais en général, c'était plus le coureur le plus important de l'effectif. Il y avait Pogacar, il y avait des coureurs comme McNulty et autres, donc c'était un petit peu compliqué pour Rui Costa de faire sa place. J'ai toujours dit, il aurait dû quitter cette formation UAE beaucoup plus tôt, parce que je pense que dans d'autres équipes, il aurait eu un statut de leader. C'est intéressant de voir qu'à 35 ans, il est toujours capable de gagner des grandes courses. Et puis, Intermarché, ils arrivent à relancer des coureurs, hein. C'est la force vraiment de cette formation, c'est de faire surperformer presque des coureurs. Ils ont toujours cette capacité-là. Alors, c'est vrai qu'il a eu de la chance aussi, c'est que la course a été très débridée. Que Soudal Quick-Step a peut-être pas forcément hyper bien roulé, et qu'il a été bien aidé par Banelli aussi, qui a roulé pendant la fin de journée, mais Banelli n'ayant pas encore eu de grands résultats dans sa carrière, il se disait qu'un trophée au Calvia ça pouvait le faire, mais il fallait suivre les accélérations de Louis Vervaqueux, qui était très bon dans les bosses. Et puis ensuite, il a fait le job correctement. Et puis on sait très bien que dans un groupe comme ça, Rui Costa, il est très difficile à battre. C'est-à-dire que c'est un coureur qui... c'est pour ça que même il a un peu de mauvaise image dans le monde du cyclisme, et c'est un peu comme un Luis Leon Sanchez. C'est des coureurs qui savent très bien compter leur coup de pédale, qui savent très bien ne pas faire d'efforts superflus, et qui savent très bien... que c'est un avantage dans les échappées. C'est un excellent baroudeur Rui Costa, parce qu'il sait quand faire les efforts.
Et là, il fait le sprint parfaitement. Il savait qu'en plus, Vervaeke est pas le plus rapide. Alors certes, il a plus les jambes non plus de ses 20 ans, parce que Vervaeke échoue pour pas grand-chose, alors que Vervaeke, c'est pas une machine au niveau des sprints. Mais il a été intelligent dans sa manière de courir. Comme d'habitude, dans son placement, dans tout. Très intelligent, Rui Costa, et c'est ce qui fait la différence sur cette course. Il l'a gagné à l'expérience, celle-là, et ça fait du bien de revoir Rui Costa vainqueur. Et avec le sourire aussi, qu'il avait un peu perdu ces derniers temps chez UAE, on avait un peu l'impression que sur la dernière saison et demie, alors je pense qu'il gagnait un très bon salaire, mais il traînait un petit peu sa peine dans les pelotons. Deuxième coureur au top, c'est Ben Haley, l'Irlandais de EF. Moi, je trouve que c'est un coureur qui a beaucoup de qualités, Ben Haley. Je trouve que EF s'est renforcé aussi. On en avait parlé avec notamment l'arrivée de Carapaz. Et est-ce que EF va pas faire la même chose que l'année dernière, la totale? Est-ce que l'arrivée de Carapaz va pas remotiver un petit peu les troupes? Voilà, quand on repart sur un nouveau cycle, eh bien, j'ai l'impression, parce que Ben Haley a été très bon déjà. On sait que c'est un très bon coureur en échappée. Il était en échappée avec Encorn. Il a beaucoup roulé dans l'échappée, c'est lui qui faisait le plus d'efforts dans l'échappée. Quand ils sont rattrapés, dans le final, c'est lui qui fait 5-6 km à lui tout seul, où il ne demande pas un relais. Alors, c'était peut-être pas le truc le plus intelligent au monde, mais ça lui permet de finir troisième et d'apporter des points à EF aussi. On fera un point le maintien vers le 31 janvier, 1er février, hein, on fera un point le maintien. La semaine d'après, j'attendrai de récupérer de l'internet. Normalement, je devais le faire un petit peu avant, mais j'attendrai de récupérer de l'internet pour faire un départ fictif avec vos questions sur la début de saison. L'idée, c'est d'en faire à peu près un par mois, un départ fictif par mois et un épisode du maintien par mois. On essaiera de faire un départ fictif. Normalement, il aurait été prévu cette semaine, mais comme j'ai pas de connexion internet et que c'est une vidéo qui est très longue, normalement en durée, on est plutôt sur 40-45 minutes, ça va me pourrir ma connexion avec 4G, donc on la fera un peu après, mais on fera une vidéo départ fictif sur le début de saison. Et peut-être qu'on en fera deux même, c'est-à-dire un sur le début de saison et un sur les classiques flandriennes. On se démerdera, je pense, pour en caler deux au mois de février. Comme ça, on fera l'épisode de janvier qui était prévu en janvier, mais que je n'ai pas fait en janvier. Et puis voilà, on fera deux épisodes comme ça. Donc Ben Haley, voilà, très bon. Et puis c'est un coureur qui, je trouve, lui aussi, prend de plus en plus d'épaisseur. C'est un coureur qu'on a un peu découvert l'année dernière chez EF. Je me souviens notamment sur Milan-Turin où il fait une belle attaque dans le final. Et voilà, il progresse de plus en plus, Ben Haley. Donc c'est intéressant, c'est un coureur qui n'est pas très vieux. Voilà, il a 22 ans. Il a commencé dans le Team Wiggins, puis ensuite chez Trinity Racing, qui est un peu la belle équipe en ce moment, Trinity Racing. Donc voilà, le voir troisième à 22 ans, je le voyais un peu plus vieux que ça même. C'est très intéressant. Et voilà, je trouve qu'il prend vraiment de l'épaisseur, le coureur irlandais, surtout dans ce type de profil-là, de ce registre-là un peu baroudeur. Sur des courses, un petit peu vallonnées, il arrive vraiment toujours bien à s'en sortir. Lui qui fera le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, donc ça sera dimanche. Oui, c'est dimanche même. L'étoile de Bessèges. On fera une présentation du Grand Prix cycliste de la Marseillaise, on fera une présentation de l'étoile de Bessèges et on fera une présentation du Tour d'Arabie Saoudite et certainement du Tour de la Communauté de Valence. Lundi, mardi, ça sera pas vite sur la chaîne. Voilà. Déjà parce qu'il y aura le Tour d'Arabie Saoudite, mais aussi parce qu'il y aura ces choses-là. Il y aura également un piste verte. Je vous précise demain, même si j'ai pas pu tout voir, on va essayer de faire un piste verte demain. Demain, il y aura encore un débrief de ces classiques espagnols de Palma de Mallorca. Je poursuis avec Axel Zinglet. Belle performance d'Axel Zinglet parce que c'est vrai, vu la difficulté du parcours, 3150 mètres, encore une fois, de dénivelé positif, avec pas mal de pourcentage. Voilà, c'est un enchaînement de boss. Il n'y avait pas un mètre de plat hier. Voir Axel Zinglet 5e, je trouve que c'est très solide. Surtout qu'il s'est retrouvé assez vite seul, parce que Guillaume Martin finit 30e. Il finit dans le groupe à 2,25. Rada finit aussi plus loin. Donc c'est plutôt bien ce qu'a fait Axel Zinglet. Ça montre que c'est un coureur qui a des bonnes qualités de puncher. C'est pas qu'un coureur qui est performant en sprint dans les bosses,
c'est également un coureur qui a des belles qualités de puncher. Et chez Cofidis, ils ont quand même Victor Lafay, Zinglé, Guillaume Martin, il sait quand même être performant également dans les bosses. Je trouve qu'ils ont Geschke aussi, Errada. Je trouve qu'ils ont une très belle équipe pour des épreuves vallonnées dans cette formation. J'espère qu'ils vont s'en souvenir et que ça sera peut-être un objectif intéressant pour eux, notamment les Ardennaises, parce que je trouve qu'ils ont quand même des coureurs qui sont en capacité d'être performants sur les Ardennaises. C'est un Axel Zinglé. Quand tu vois 3150 mètres de dénivelé positif, c'est à peu près ce qu'on doit avoir sur une Amstel Gold Race. Donc c'est intéressant. Sur un Amstel Gold Race, c'est un coureur qui doit pouvoir être là dans le final d'une Amstel. Donc c'est voilà, un coureur que je vais suivre. De toute façon, je vous l'avais dit, parce que pour moi, ça fait partie des révélations de la saison dernière, Axel Zinglé, mais il commence bien sa première course de l'année. J'ai oublié de signaler également pour la victoire de Ricosta, il a aussi très très bien géré, c'est qu'ils ont bien joué avec Goussen, également qui était dans l'échappée, lui aussi pas mal, hein, quand même sur l'étape d'hier. Je continue, coureur au top avec Carlos Canal. Bah, ça poursuit le plutôt bon début de saison d'Auschkatel. Le bon début de saison, ils ont fait un bon tour de la communauté. La Classica Valenciana qui a été très performante pour eux. Et ça confirme l'idée que j'ai, c'est qu'ils sont en mode... on veut faire la Volta et ils sont en mode guerrier chez Euskatel. Peut-être aussi pour prouver que le Tour de France a fait une erreur en prenant Israël et en ne les prenant pas. Mais ils sont en mode guerrier, ils sont en mode conquérant depuis le début de saison et c'est très intéressant. Et Carlos Canal, c'est l'un des coureurs qui est le plus intéressant dans cet effectif d'Euskaltel, mais ça fait du bien de le voir à un bon niveau, au niveau auquel on attendait, auquel on s'attendait à ce qu'il soit, ce qui n'était pas forcément le cas les derniers temps, où j'avais l'impression que il se reposait un peu sur ses lauriers, Carlos Canal. Là, c'est intéressant de voir ce qu'il est capable de faire sur ce type de course. Il finit quand même derrière. Bon, Costa, c'est pas mal. Vervaeke, ça peut être pas mal. Benelli, Pedersen, Zinglé. Il y a quand même du monde intéressant dans Carlos Canal. Donc pour le coureur de Scataluscadi, c'est plutôt très intéressant. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté de Bonnet-d'Âne, pour finir cette vidéo, sont deux équipes. Je ne vais pas faire très long sur les Bonnets d'Âne. Encore une fois, on est en janvier. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. On est sur des courses qui ont eu lieu l'année dernière, mais où le plateau était différent. Cette année, c'est filmé en plus, donc ça peut parfois changer la manière de courir de certaines équipes qui vont avoir plus d'intérêt à aller sur ces courses-là que ce qu'elles faisaient auparavant. On a un plateau qui est un peu moins, peut-être quoique un peu moins costaud. C'est peut-être plus Étoile de Bessèges qu'a pris sur les plateaux de course par rapport au retour de San Juan. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que Soudal n'a pas très bien couru dans le final. Ils sont 4, Intermarché ils sont 2, ils s'en sortent mieux que Soudal Quick-Step. Ils sont 4, normalement tu dois éviter qu'un coureur s'isole devant, à part si c'est le plus fort de ton équipe. Or, Louis Vervaeke, au sprint, c'est pas Julien Lafilippe, c'est pas non plus Casper Pedersen. Et c'est fou comment cette équipe était capable, il y a encore 3-4 ans, de gérer plusieurs leaders, de gérer plusieurs très bons coureurs dans son effectif, et je trouve que ça fait depuis 2 ans que cette équipe n'arrive plus à le faire. On l'a vu sur les classiques flandriennes où ils n'ont jamais réussi à changer leur fusil d'épaule et quand Asgreen était moyen, eh bien toute l'équipe était moyenne, mais je trouve que quelquefois cette équipe est capable de courir très mal aujourd'hui. Et là hier, je ne comprends pas comment cette formation passe à côté de la victoire. Et surtout pourquoi c'est Vervaeke qui sprint. Normalement, Vervaeke, il n'aurait pas dû relayer autant, quoi. Alors je pense qu'il s'est un peu emballé parce qu'il sentait qu'il avait des bonnes jambes, sauf que le terrain de la fin de parcours ne lui était pas favorable. Et surtout quand tu as Rui Costa avec toi, c'est encore moins favorable. Et quand tu as Pedersen dans l'équipe, normalement on aurait dû faire sprinter Pedersen. Alors certes, ils sont deuxièmes, c'est pas une catastrophe,
mais quand tu as 4 coureurs dans le groupe de tête sur 12, donc un tiers des coureurs, ils sont chez Soudal Quick-Step. Et normalement, tu dois réussir à faire le job. Et là, il passe un petit peu à côté pour Soudal Quick-Step, donc dommageable. Alors que pourtant, ils ont roulé une grande partie de la journée. Julien Lafilippe a fait un bon boulot. Badjoli aussi a fait un bon boulot. Mais voilà, il passe à côté. C'est un petit peu dommageable. On termine avec le dernier flop du jour, c'est UAE. Autant l'année dernière, McNulty, il avait fait une sacrée démonstration dans ce trophée au Calvia, autant cette année, il a abandonné. Et on les a pas vus, surtout chez UAE. Pourtant, il n'y avait pas une mauvaise équipe au départ, du côté de la start list. Chez UAE, il y avait quand même Tim Willems. Là aussi, ça s'est pas très bien passé pour son premier jour de course dans cette formation. Matteo Trentin, moi je l'ai pas vu. Diego Ulissi, c'est le meilleur coureur, mais il finit dans le top 30. Je crois pas mieux. Pour Ulissi, il fait pas un grand résultat. Il finit 21e et tous les autres ont abandonné. Même Domen Novak, même Rui Oliveira. Donc c'est un petit peu dommageable quand même en début de saison. Sur une épreuve comme ça de préparation, d'abandonner, parce que je pense qu'il vaut mieux faire du kilomètre, à part si tu es complètement en méforme, il faut mieux faire du kilomètre que de passer à côté, et surtout pour le sponsor, ça fait un peu mauvais genre envers l'organisateur quand à mi-journée tu as la moitié de ton équipe qui est déjà dans le bus, quoi. Donc c'est un moyen en termes de respect envers l'organisateur. Et c'est vrai que ils sont tous passés à côté, et pourtant Tim Willems, McNulty, ça aurait dû le faire. Donc dommageable pour cette formation de UAE Team Emirates. Demain, on fait le débrief, il est déjà 16h10, donc je pense que la course est quasiment arrivée, mais on fera le débrief des Trofeo Salines Alcudia. Entre donc Salines et Alcudia, c'est 158 km, c'est beaucoup moins difficile. Avec deux bosses au programme, le col des Sabatala, 8 km 7 à 5% de moyenne, et puis le col des Femenia, 400 mètres à 4% de moyenne, qui se situe, ces deux cols-là, dans la dernière partie de course, donc à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Mais ensuite on redescend vers Pollenza, donc c'est surtout une course intéressante pour les sprinteurs qui passent les bosses. L'année dernière, c'était Guillermeil qui s'était imposé et Greppel s'était imposé en 2021, donc normalement c'est plutôt une course qui marche pour les sprinteurs. Donc on s'attend plutôt à un sprint du côté de cette épreuve du côté de cette deuxième épreuve, du côté de Palma de Mallorca. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!